Ah, vous êtes encore là? Je vous avais prévenu, hein. On va maintenant rentrer dans la partie la plus terrifiante de l'iceberg. Soyez prêts pour ce dernier voyage dans les abysses. Accrochez-vous à ce qui vous reste de santé mentale. Est-ce, est-ce que vous connaissez l'origine de Lido? Vous allez me dire que je Hmm. l'ai, je l'ai On donné l'a tout à dit. l'heure. Non, j'ai dit que Lido avait été rendu public, je n'ai pas dit public, je dis rendu public, lors d'une conférence sur les langues construites par Louis de Beaufront. Mais Mais qui l'a inventé alors? qui l'a inventé, on ne sait pas. On peut penser en premier à Louis de Beaufort, c'est lui qui en a parlé publiquement en premier. Ah. Il disait que ce n'était pas lui, qu'il avait repris le travail de quelqu'un d'autre. D'autres candidats Aleister proposaient, Crowley? mais personne ne s'est revendiqué comme étant le père de Lido. Alors pourtant, ça aurait apporté, Gloire et reconnaissance, tu vois. pendant quelques années en tout cas. Donc bizarre. Alors certains continuent de penser que c'est Louis de Beaufort qui aurait improvisé Lido entre deux prises de parole lors de la conférence. D'accord. Paraît bizarre, ou que quelqu'un, Beaufront ou un autre, où il aurait travaillé depuis longtemps et puis que c'était dans la tête de Beaufront et qu'il l'a fait sortir à un moment Il a comme ça. verbalisé. Après, pourquoi l'aurait-il fait sortir à ce moment-là et pas au début de la conférence, que c'est bizarre, on ne sait pas. C'est Et quand bien bizarre. même ce serait Beaufront, ça ne change rien, parce que c'est l'entrée suivante. Beaufront nestas reala homo. Beaufront n'est pas une personne réelle. On n'a pas de photo de Beaufort. Si on a des photos de Beaufront, mais Beaufront meurt au bout d'un moment, dans les années, je crois, 20 ou 30. Et on veut faire une biographie de lui, quelqu'un s'en charge, et se renseigne sur sa vie, et se rend compte de quelque chose. Bon, déjà, Louis de Beaufort ne s'appelait pas Louis de Beaufort. Ça, c'est pas tant une surprise Oui. pour beaucoup de gens. C'était un pseudonyme, Beaufort. Après, il s'était tout le temps présenté comme je m'appelle Louis de Beaufort, donc pour certains, c'était une surprise. Pour les gens qui le connaissaient bien, non. Plus surprenant, il affirmait être né à une certaine date, à un certain lieu. Mais pas du tout. C'est impossible. Il n'a pas pu naître ici et Parce là-bas. qu'il aurait. Il Ah. affirmait avoir été élève dans une certaine école parisienne très prestigieuse. Il n'est pas dans les registres. Et personne là-bas ne le connaît. Il affirmait que ses parents s'appelaient... Non. Il affirmait être d'origine aristocratique. Non, il n'était pas. Il a menti sur absolument toute la ligne. Difficile à dire. Il y a beaucoup de points importants, ceux que j'ai listés, sur lesquels il est sûr qu'il a menti. Mais Et du coup, pourquoi? ça met le doute sur tout le reste. La personne qui se faisait appeler Louis de Si Beaufort c'était Zamenhof avec et pas de moustache. il avait une moustache. Tout le monde avait une moustache et une barbe à l'époque. C'est vrai. Non, la personne qui se faisait appeler Louis de Beaufort était un mythomane, à la Stéphane Bourgoin, mais du XXe siècle. Il a Hmm. menti sur énormément de choses sur sa vie. Mais il Et, avait peut-être des bonnes raisons de et mentir. comme on s'est rendu compte après sa mort, on ne peut pas l'interroger, on ne peut pas lui demander Il n'a de... pas laissé de descendants, d'enfants. A priori, non, on ne sait pas. Il avait des amis, mais comme il mentait aussi à ses amis, visiblement, on ne sait pas. Donc je trouve que c'est un truc incroyable de se dire, c'est même pas très connu dans le mouvement espantiste. Donc, il n'y a pas que Lido, la langue qui est enfin, qui est construite, mais oui, la persona d'un de ses plus grands oui, c'est promoteurs. ça. Lido est une langue artificielle créée on ne sait pas trop quand par on ne sait pas trop qui. Et l'une des personnes, enfin la personne la plus impliquée dans le développement de Lido, c'est elle qui l'a rendu public, n'est pas une vraie personne. C'est le diable, Satano. Lido, c'est la langue du mal, visiblement. La Mava Lingvo, La Mava finalement. Lingo, c'est elle, c'est Lido. N'apprenez Donc pas ça, c'est Lido. étonnant quand même, ce personnage. Ah oui, c'est assez incroyable comme histoire, je trouve. Et continuons dans les mystères avec la Esperantata Esperanta Civito. Civito. Ça, c'est méga sombre. J'ai dit il y a très longtemps, c'était la première vidéo, que le romisme, le romisme tel qu'il était à la base, existe encore aujourd'hui et que c'est vraiment pas ouf. La Esperanza Civito est une société basée en Suisse, se voulant comme l'organe étatique de la diaspora espérantiste. Et c'est une secte monstrueuse, pour le dire simplement. C'est-à-dire que les gens peuvent y entrer, mais on fait tout pour qu'ils ne puissent pas en sortir. Il y a des histoires de chantage, d'extorsion, c'était pas facile à prononcer. L'homme principal derrière la Espanta Civito, il s'appelle Silfer. Alors, Un il a personnage apporté, d'American Pie. Mais il a apporté des choses objectivement bonnes à l'espéranto. C'est un espérantiste très actif. Mais il est ciblé pour de nombreuses accusations de VSS, violences sexistes et sexuelles. Il a la réputation d'être un manipulateur également, quelqu'un d'assez détestable. Et la Esperanta Civito, globalement, donc c'est organisé de manière pseudo-démocratique. Déjà, le modèle de démocratie supposé, c'est le consulat,
qui n'est D'accord. pas l'État le On plus a vu plus démocratique, démocratique, ouais. voilà, de base, Mais le consulat de Napoléon. de Napoléon. Non, pas de la République romaine, de Napoléon. Et donc Silfer est tout le temps à la tête, il dirige tout Avec un de tricorne. facto. Je sais pas. Donc des gens ont témoigné que vraiment, vraiment c'est chaud ce qui se passe C'est là-bas. bizarre. Donc C'est encore en activité aujourd'hui? Oui. Ouais, ne Ne- les rejoignez pas. ne les rejoignez pas, s'il vous plaît, vous allez le Soyez regretter. plutôt idistes, Vous- quitte à c'est- faire quelque c'est chose de mal. Très facile d'y rentrer, très dur d'en sortir. Mm. Où vous risquez la manipulation, l'humiliation pour nourrir l'ego d'une espèce de gourou. Voilà ce qui reste du romisme originel, donc tant mieux qu'on ait oublié ce qu'est originellement le romisme, si vous voulez mon avis. Continuons maintenant avec une autre philosophie, l'exismo. Ce n'est pas une philosophie, c'est une idée. idéologie. Plutôt une idéologie, disons. Certains font remarquer que la suite de mots, de lettres plutôt, EKZ, en espéranto, comme dans le mot examen ou exemple, on prononce toujours x et pas x. On est censé dire exemplo, exameno. Même en m'appliquant, je prononce un peu comme un G. Et du coup, certains font remarquer que comme une lettre égale un son, Il n'y a pas d'assimilation progressive. il faudrait réécrire les mots avec des G. Exemplo avec un G. Ces gens-là sont minoritaires et personne ne les connaît globalement. Mais des gens existent et ces gens-là, de manière générale, considèrent que si la plupart des gens prononcent mal un mot, il faut adapter. il faut adapter le mot. Bon, la plupart des gens comme moi diront qu'il y a une tolérance pour les allophones et on s'en fout globalement que vous disiez exameno, on s'en fiche. C'est comme en français, les gens qui disent exemple. Non, exemple. Bah, je crois que tout le monde dit exemple avec un G. Ça doit dépendre des localisations. Après, oui. Mais globalement, on s'en fiche. C'est plus des gens qui sont vraiment des puristes et qui se disent une lettre égale un son, c'est très important. Il faut écrire quand on prononce, et si je prononce de travers, j'écrirai de travers. Alors, on a vu tout à l'heure comment l'Ido avait influencé l'espéranto. Maintenant, on va voir comment Esperanto influas nazi lingvoj. L'espéranto a influencé des langues nationales. Alors ça, j'aimerais bien le savoir. Ça, j'aimerais bien le savoir. En vérité, pas tant que ça. On peut penser par exemple au mot en français. Comment tu dirais en français quelqu'un qui parle espéranto? Un espérantiste. Un espérantiste. Eh ben, c'est une erreur, c'est un espérantisme, on pourrait dire, un peu comme les anglicismes, un espérantisme. En espéranto, isto, c'est celui qui fait. Donc espérantisto, c'est celui qui fait l'espéranto. Donc ça peut être le militant, mais ça peut être aussi le locuteur. Mais en français, pour dire locuteur, on ne dit pas ist, on dit phone. Espérantophone, locuteur d'espéranto. Pas un espérantiste. Ça, c'est une influence de l'espéranto sur la langue française. En vrai, j'ai cherché si l'espéranto avait vraiment influencé la langue nationale. Après, on dit aussi un germaniste, un helléniste. Ça, c'est pour les gens qui étudient ces langues-là. Oui, qui étudient, mais peut-être un locuteur, on dit... Ah oui, pour un locuteur. On dit germanophone. Hein. Oui, c'est vrai. Voilà, donc, et comme c'est une langue construite, c'est ça le problème aussi. Est-ce qu'on est locuteur, mais en même temps, on l'a forcément apprise... sauf pour ceux qui l'ont en langue maternelle. C'est un autre sujet pour moi. Mais... Est-ce que l'espéranto influence vraiment les langues nationales? Il semblerait que pas vraiment. Pas vraiment, en vrai. Mais ça peut arriver, théoriquement. Attention, méfiez-vous. Ça peut arriver plus vite. Mais méfiez-vous, peut-être que le français est plus influé par l'espéranto que vous le pensez. C'est ça la vraie cabale. Les reptiliens ou autres, c'est des gens avec un drapeau vert derrière. C'est ça. C'est la Esperanta civito. Quand vous entendez dire arrêtez de crocodiler dans les rues, faites attention. C'est un dog whistle. Alors, culto pri Zamenhof. Le culte au sujet de Zamenhof. Oui. On peut vraiment avoir une statue de Zamenhof chez soi, comme Lénine ou comme Jésus? Alors, il y a des bustes de Zamenhof qui comptent comme des Z et O. Il y en a une en région parisienne à Choisy-le-Roi, par exemple, qui n'est pas super beau, mais qui est là. Il y a dans quelques autres villes, à Bialystok, c'est ville natale, à Varsovie, il y a un monument à Zamenhof également. Mais moi, je fais référence vraiment au culte au sens religieux. Vénérer Zamenhof. C'est ça. Il y a une religion japonaise fondée au 19e siècle qui s'appelle Otomo, qui considère que Zamenhof, c'est Dieu. Peut-être que j'ai écorché le nom, c'est possible aussi. Et donc, il considère que Dieu a pris plusieurs fois forme humaine au cours de l'histoire et qu'une de ces formes était Zamenhof. Et donc, ces gens-là idolâtrent Zamenhof. J'avais déjà entendu ça. Mais en plus de ça, je fais référence à ce que certains appellent la zamenolatrie. Le fait que certaines personnes dans le mouvement militant espérantiste ne militent pas tant pour l'espéranto que pour la personne de Zamenhof, qu'ils considèrent comme une espèce de saint homme qu'il faut vénérer. Qui aurait toujours raison. Qui aurait toujours raison et puis même qui aurait été
plus qu'un homme qui aurait été vraiment quelqu'un. Mais ça va à l'encontre même de son Oma... Tout à fait, de son omaranisme déjà, et puis au fait qu'il essayait d'être relativement distant du mouvement espérantiste, qu'il considérait que, comme il que la déclare langue devait vivre par elle-même. c'est dans la charte de Boulogne-sur-Mer, l'auteur de l'espéranto renonce à tout droit sur sa langue, elle ne lui appartient plus, elle appartient aux espérantophones et aux espérantistes. Donc Zamenhof, je pense, n'aurait pas aimé qu'on lui joue un culte. Mais déjà, est-ce que Zamenhof aurait aimé ça? C'est pas déjà un peu, Oui, déjà un peu. lui donner trop d'importance? Est-ce que le fait que j'ai mis plein d'entrées sur Zamenhof, c'est pas lui donner trop d'importance? Finalement. Mais bon, autant s'en espère sur l'espéranto. Non, mais il est bon de se rappeler que Zamenhof, c'est un homme comme un autre. Et que on peut admirer ce qu'il a fait, mais mollo. N'ayez jamais d'idole, s'il vous plaît. Et maintenant, quelque chose qui m'intrigue, Esperanto troveblas exterra sum systemo. Ça, je l'ai mentionné Alors, au tout début. l'espéranto se trouve en dehors du système solaire. Il y a des extraterrestres qui parlent espéranto. Zamenhof était-il un extraterrestre? Pas à ma connaissance. Mais on peut trouver l'espéranto en dehors du système solaire, il faut chercher bien. C'est Voyager 1, non? Non, c'est 2. Ah oui. Mais t'étais pas loin. Oui, donc Voyager 1 et 2 possèdent ce qu'on appelle le disque d'or, qui possède plein d'informations relativement à la Terre, dans l'espoir que peut-être un jour des extraterrestres trouveront ça et sauront qu'ils ne sont pas seuls. C'est beau. Et le disque d'or contient des phrases dans plein de langues différentes, dont l'espéranto. Donc peut-être qu'un jour des extraterrestres viendront et nous diront « Saluton !» Peut-être. Après, pourquoi ils choisiraient cette langue-là parmi les 80 autres qui sont... C'est la plus simple à apprendre, peut-être qu'ils n'auront pas réussi à apprendre les autres. Peut-être qu'ils nous diront arrêtez de nous envoyer des photos de vous à poil avec votre adresse, c'est un peu chelou. C'est vrai. Necrocodilo. Quand on y pense, c'est bizarre. Oui, c'est vrai. Mais voilà, il y a de l'espéranto dans l'espace et même en dehors du système solaire, c'est quand même incroyable. Alors continuons avec Newspeak Estas Anglo-Esperanto, que je dis avec un bel accent orwellien. Le Newspeak, ou en français la novlangue, ou le néoparle, ou le néoparle sont les traductions. C'est la langue de 1984, livre écrit, pas en 1984, mais en 1949, si je ne me trompe pas, par George Orwell. Et donc, ce livre, si vous ne connaissez pas, je vous le recommande, c'est un bon livre. Ça parle d'une dictature absolument monstrueuse, totalitaire, qui cherche à contrôler jusqu'à l'esprit des gens, notamment par le moyen d'une langue inventée, qui est une espèce d'anglais charcuté, simplifié à l'extrême, dans une optique un peu Sapir-Whorf, c'est-à-dire de se dire que si les gens parlent une langue, ils pensent comme la langue exprime. Si une langue n'a pas de mots pour dire liberté, les gens sont incapables de penser le concept de liberté, ce qui n'est pas le cas. Donc l'hypothèse Sapir-Whorf, aujourd'hui, elle est rejetée. Le fait de ne pas avoir de mots pour dire liberté dans sa langue n'empêche pas de penser la liberté, évidemment. Mais cette hypothèse était très très populaire dans les années 40-50, l'époque où 1984 a été écrit. Et donc le Newspeak, cette langue charcutée censée contrôler les esprits des gens, a beaucoup de points communs avec l'espéranto. Ce n'est pas un hasard, George Orwell ne parlait pas l'espéranto, mais il en connaissait l'existence, parce que sa tante, si je ne me trompe pas, invitait régulièrement Eugène Lanty à la maison. Eugène Lanty, qui est le fondateur de la Satamicaro, qui est donc un militant de l'espéranto très connu. Dont nous avons parlé plus tôt. Tout à fait. Alors, la SAT, oui, pas d'Eugène Lanty encore. Et donc, il y avait des... Son petit-fils, d'ailleurs, était développeur de jeux vidéo. Je l'ignore. Étienne Lanty, me semble-t-il. Mais continuons. Et donc, à la maison de George Orwell, régulièrement, il y avait des dîners entre gens qui parlaient que espéranto. Et Orwell, il y était comme ça, les bras croisés, au bord de table. Il ne comprenait pas, il était très gêné. Vengé. Et il a pu se venger en utilisant des idées qui sont propres à l'espéranto, en le mettant dans sa langue. On pense notamment au passage où le personnage, j'ai oublié son nom, qui explique les principes de la novlangue, ou du néo-parler, nous dit que la langue anglaise n'a pas besoin de mots pour dire mauvais, le mot bad, puisqu'il y a déjà le mot bon, il suffit de mettre ungood. Voilà, ungood, ou un bon, je crois, dans la version française, un affixe qui rappelle l'espéranto bona, malbona. Donc le Newspeak, c'est pas juste de l'espéranto, c'est-à-dire que certes, c'est agglutinant, c'est simplifié, c'est très régulier, parce qu'en soi, c'est une bonne chose d'être régulier, d'être simple, mais c'est surtout une langue qui vise à manipuler les gens, qui supprime des mots dans le but que les gens ne les utilisent pas, qui change la connotation des mots selon qu'ils désignent un opposant du parti ou un partisan du parti, de telle sorte à ce qu'il est impossible de dire bien d'un opposant. Même si on voulait, on ne pourrait pas, parce que grammaticalement, ce serait incorrect. Là où l'espéranto est une langue très libre, on l'a vu, avec un vocabulaire très ouvert. Donc l'anglais... C'est une mauvaise caricature. L'espéranto n'est pas une langue
L'espéranto n'est pas une langue totalitaire, mais à cause de George Orwell, quand on explique l'espéranto, et en particulier la règle de bona malbona, ça évoque des mauvais souvenirs. Et en parlant de mauvais souvenirs, qu'est-ce que cette règle surnuméraire étrange, la Dexepa Fundamenta Regula? La 17e règle fondamentale, alors c'est le nom d'une nouvelle dans laquelle une 17e règle est ajoutée aux fondamentaux qui dit que si tu ne sais pas quel radical utiliser, tu peux utiliser le radical ZOZ qui a absolument tous les sens que tu veux. Et cet ajout de règle fait que tout le monde utilise ZOZ à tort et à travers. Le schtroumpf. Voilà, c'est ça. Et que du coup, c'est la pagaille, que plus personne ne se comprend. Et débarque, je crois, le président de l'Académie de l'Espéranto qui chasse la 17e règle. C'est un peu absurde, un peu burlesque, un peu mignon. Mais au-delà de ça, ça fait référence au débat de est-ce qu'il existerait une règle qui, de facto, serait aussi forte que les 16 règles fondamentales. Ce qu'on peut appeler parfois la règle d'or d'Espéranto, c'est l'usage, le fait de chercher à être compris. C'est un peu la 17e règle cachée. Qui est un peu la 17e règle cachée, c'est ça. Il n'y en a pas vraiment d'autres. Mais cette histoire de ZOZ, d'un radical qui sert à tous les radicaux, fait aussi référence au fait qu'il y avait peu de radicaux à l'époque. Ah, donc ça pouvait avoir un sens. C'est ça. Avant qu'on trouve un nouveau mot, on peut utiliser... C'est ça. Et c'est aussi pour se moquer du fait que l'espéranto était trop pauvre et que du coup, il y avait de l'ambiguïté dans beaucoup de radicaux. Et en parlant de mots, Esperantaj vortoj estas eternaj. Les mots espéranto sont éternels? Tout à fait. Zamenhof tenait à ce qu'on ne puisse pas appauvrir la langue, on ne peut que l'enrichir. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait quand un mot ne plaît pas? On arrête de l'utiliser, mais on ne le retire pas des dictionnaires. Ce qu'on peut faire aussi, c'est lui ajouter un nouveau sens, un sens 2, en espérant que le sens 2 devienne majoritaire dans l'usage et que le sens 1 devienne un archaïsme. On ne peut pas supprimer de mots. On ne peut pas supprimer un mot. À partir du moment où un mot existe, il est réputé. Donc chaque année, il y a de plus en plus de mots dans la langue. C'est ça, et ça ne s'arrêtera jamais. Ça, c'est beau. C'est beau ou c'est terrifiant? Ça peut être... L'espéranto grossit comme un blob. Et il avalera la planète Terre. Alors ensuite, ne povas existi veraj fi vortoj en Esperanto. On avait déjà vu qu'il y avait peu de gros mots en espéranto, mais là, il ne peut pas exister de véritables gros mots. Et non, c'est une conséquence de l'entrée qu'on a vue juste avant. Quand un mot fait polémique, la seule fois à ma connaissance où c'est arrivé, c'est pour le mot Fraulino, que dire mademoiselle comme Fraulein en allemand, et comme Fraulein en allemand comme mademoiselle en français, il a fini par faire polémique. Et du coup, des gens y ont ajouté un deuxième sens. Déjà, ils l'ont découpé, ils se sont dit, le radical c'est Fraul, et avec le suffixe in qui est féminin. Et Fraul, ça peut vouloir dire mademoiselle, si on rajoute ino. Mais sinon, de manière générale, sens 2, célibataire. Et aujourd'hui, Fraul, c'est utilisé pour dire célibataire. Mi estas Fraula, je suis célibataire, par exemple. Le premier sens existe, si tu ouvres un dictionnaire, tu vas le voir en sens 1, avec noté archaïsme à éviter, rare, mademoiselle, ou c'est-à-dire titre pour une jeune femme non mariée, et sens 2, personne célibataire. D'accord. Mais de ce fait, il ne peut pas y avoir de vrais mots dont on se débarrasser. Je pense au N-word. Il ne peut pas y avoir de mots comme le N-word en espéranto, parce qu'à la seconde où il y en a un, les gens vont rajouter un sens qui va grand remplacer le premier sens. Intéressant. Et c'est pour ça qu'il n'y aura jamais de mots qu'on pourrait appeler des bad des words. Insultes, quoi, vraiment. Des mots qui vraiment posent problème en espéranto, ça ne peut pas exister. Et pour continuer, Esperanto estis creita de Cataluna Conspiro. L'espéranto aurait été créé par un complot espagnol, catalan même. Mais pourquoi? Comment? Pourquoi? Tant de questions. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors ça, c'est une théorie du complot très très peu connue, mais qui a des adeptes et on les croise sur Internet surtout. Dans la vraie vie, je pense que ces gens sont effrayants. Vous savez qu'en Espagne, il y a une dictature, parce que dans les années 70, que cette dictature disait que la seule langue en Espagne, c'était l'espagnol, que les autres langues avaient été inventées par des séparatistes, des gens qui haïssent l'Espagne, dans le but de faire leur intéressant et de s'inventer une identité. Le catalan, par exemple, ce sont ces gens-là, il n'a pas d'histoire, mais il a été inventé il y a genre 2 semaines par 3 indépendantistes catalans qui veulent justifier leur haine de l'Espagne en s'inventant une histoire. Bon, ces gens existent encore, il y a encore des gens qui pensent comme ça. Et ils argumentent souvent avec des Catalans, et les Catalans se défendent en disant non, le catalan a une histoire, il a été standardisé relativement récemment au XIXe siècle, mais si vous cherchez un exemple de langue véritablement inventée, allez voir l'espéranto, vous allez voir ce que c'est qu'une vraie langue artificielle. Et du coup, en réaction, certains nationalistes espagnols ont dit l'espéranto a été inventé par les Catalans pour se défendre.
comme une langue encore plus artificielle que leur langue artificielle, pour faire croire faire croire que le catalan est une langue naturelle. C'est quand même un complot de haut niveau. Oui, et il y a peut-être des gens qui trollent en disant ça, je crois qu'il y a des gens qui sont premiers degrés en disant ça, et ces gens-là me font un peu peur. Mais voilà, je peux comprendre. Et si on conduit par Nenio parola same Esperanto, donc personne ne parle de la même manière l'espéranto? Ça, on l'a évoqué plein de fois précédemment, chacun parle son propre espéranto. La seule chose qui va être commune à tous les locuteurs, c'est les 16 règles. Mais on se comprend pour autant. Et on se comprend pour autant. Mais c'est beau, mais techniquement, il n'y a pas un espéranto, il y en a beaucoup. On pourrait dire que c'est la même chose pour chaque langue, en vérité, non? Personne ne parle exactement le français de la même manière. Sans doute, mais il y a une grammaire officielle. Oui, c'est vrai. Pas forcément respectée. Qui n'a pas que 16 règles, qui en a un peu plus d'ailleurs. On n'a pas parlé jusque-là du nombre de locuteurs de l'espéranto. C'est vrai. Alors, selon le magazine Ethnologue, qui est pris comme une référence pour les statistiques de langue, il y aurait 2 millions de locuteurs de l'espéranto. Beaucoup de gens trouvent que c'est exagéré, surévalué, notamment UEA, souvenez-vous, l'association principale des militantistes pour l'espéranto, qui pense qu'en réalité, le nombre d'espérantistes est d'environ 70 000, je crois. Je ne sais plus si c'est 60 000 ou 160 000. Très largement. Je crois que c'est 70 000, environ 60-70 000. Alors, ils se basent sur le nombre d'adhérents de chez eux. Et donc eux ne sont pas d'accord avec la formule suivante, Esperanto iam successis. L'espéranto a déjà réussi. Alors ça, on peut en débattre. Ça dépend. C'était quoi le but de l'espéranto à la base? Pour Zamenhof, c'était unifier l'humanité. Au moins de l'espéranto, ça ne s'est pas fait. Mais d'autres diront que l'espéranto, c'est une langue vivante, pas en danger, qui est utilisée par des dizaines de milliers de gens, voire des centaines de milliers, voire des millions selon ethnologues, dans le monde entier pour communiquer entre eux. L'espéranto a réussi à être une alternative fonctionnelle aux autres lingua franca, aux langues ethniques utilisées comme lingua franca. Et ça, c'est beau. Dans ce sens, elle a réussi. C'est ça, dans ce sens, elle a réussi. Après, amener la concorde entre tous les peuples, pas encore. Non. Si je puis me permettre. Si je puis me permettre aussi. Alors, continuons. Alors, je ne suis pas sûr de réussir à bien prononcer ça, mais... N'essaye même pas. Estas lau fondamente justa phraso. Que ce que je viens de dire, là, cette monstruosité, est fondamentalement, suivant les règles, en tout cas des fondamentaux, une phrase correcte. Cette phrase respecte les 16 règles du fondamento, mais elle est absurde. Et on a parlé de l'espérante juste avant, qui respecte les 16 règles de l'espéranto et qui se refuse de faire néologisme, mais qui cherche à être incompréhensible. Là, je vais plus loin que l'espérante, je m'autorise les néologismes. Si je m'autorise les néologismes, ça peut donner des choses comme ça. Cette phrase est correcte. Relisez les 16 règles et regardez ma phrase. Hein, je respecte les 16 règles. C'est toi qui l'as inventé? C'est moi qui l'ai inventé. Oui, j'ai tapé sur des lettres au hasard. D'accord. Et j'ai fait exprès de mettre très peu de voyelles parce que c'est plus drôle, ça ne veut rien dire. Je saurais seulement. Voilà, vous pouvez inventer un sens si vous voulez. Mais techniquement, les 16 règles sont si restreintes que ça les... Voilà. Si on rajoute à ça la 15e règle qui encourage à créer des mots, on peut techniquement arriver à ça. Heureusement, on a la règle d'or qui nous oblige à essayer de rester compréhensible et à ne pas être relou comme moi je l'ai été en créant cette phrase. Continuons avec Zamenhof, parolis esperanto mise. Et Zamenhof parlait l'espéranto de travers. Pourquoi? Ça fait référence à plusieurs choses. Déjà, Zamenhof l'a dit à plusieurs fois, ne considérez jamais que ma manière de parler ou d'écrire en espéranto est la bonne manière de parler espéranto. Malgré ça, il y a encore beaucoup de gens qui considèrent que l'espéranto zamenhofien est le bon comparé à ce qui est venu après. Zamenhof, il ne voulait pas ça. Zamenhof considérait que c'est un locuteur parmi d'autres et que jamais il fallait prendre ce qu'il disait ou ce qu'il l'écrivait comme une référence. Ça fait référence à d'autres choses, ça fait référence au fait que certains l'ont accusé de ne pas bien parler espéranto. On a parlé des gens qui disaient que c'était Clara, son épouse, qui avait inventé l'espéranto. J'ai fait référence au fait que dans le Dua Libro, il utilise un espéranto qui est encore jeune, qui va être fixé par le fondamento, que certaines choses sont différentes. Des gens ont pris ça, le fait que dans le Dua Libro, il y a des phrases qui ne correspondent pas au fondamento, pour dire qu'en fait, il parle n'importe comment, il ne connaît pas sa propre langue. En réalité, Zamenhof connaissait bien sa propre langue. Il y a un homme dont j'ai oublié le nom, je suis navré, qui s'est demandé si Zamenhof parlait vraiment espéranto et qui est venu lui rendre visite en lui parlant espéranto. Et il est rentré en disant « Zamenhof parle bien espéranto ». Ah. Les gars, c'est bon. On a une preuve. Enfin, selon son témoignage. Voilà. Mais sinon, de manière générale, il ne faut pas considérer que Zamenhof... de Zamenhof qui était derrière lui qui parlait et lui faisait semblant en tant que Si c'était la femme de Zamenhof qui avait une barbe postiche. Ah.
faire attention aux témoignages. Méfiez-vous. Alors continuons justement. Esperanton kreis ne Zamenhof. Ce n'est pas Zamenhof qui a créé l'espéranto. Mais- Donc ça fait référence toujours à cette histoire de Clara Zamenhof. Et ça fait aussi référence au fait que Zamenhof, qu'est-ce qu'il a créé au final? Pas grand-chose. Il a créé les idées. Dans le Dual Libro, il a créé pas mal de mots, mais comme on a vu, pas mal vont être modifiés dans le Fundamento. Le Fundamento, il était là parmi plein d'autres pour le créer. En fait, Zamenhof n'a pas créé grand-chose, il a créé une idée. Il a créé un cadre. C'est ça. Comme même le cadre. Le cadre, c'est le Fundamento, c'est pas lui qui l'a créé, en tout cas pas tout seul. Donc Zamenhof se définissait lui-même non pas comme l'auteur de l'espéranto, je l'appelle l'auteur de l'espéranto parce que c'est plus simple, mais il disait je suis l'initiateur de l'espéranto, j'ai donné l'idée, j'ai lancé le mouvement. À vous. Et voilà. Et des gens l'ont repris, ont créé les règles fondamentales, ont créé le vocabulaire. Zamenhof lui-même, il a créé une poignée de mots, c'est tout. Alors, autre affirmation, dans le même style, Zamenhof ne chatis Esperanton. Alors Zamenhof n'aimait pas l'espéranto. C'est un méga débat. Est-ce que Zamenhof aimait ce qui est devenu l'espéranto? Parce qu'il a vu, il avait vécu jusqu'à quel il est mort en 1917. Donc il a vu quand même le début. Il a vu le début de l'espéranto. Même après qu'il ait quitté le mouvement, il a continué d'être spectateur. Et est-ce que Zamenhof était fier de ce qui est devenu l'espéranto? Est-ce qu'il était content? Alors, l'UEA s'est déclaré neutre après sa mort, donc il n'a pas eu le temps de... Il n'aurait pas été content. Mais sur la langue en elle-même, s'il vivait aujourd'hui, est-ce qu'il serait content de ce qui est devenu l'espéranto? C'est devenu un outil neutre, on a abandonné l'idée d'un nationalisme, on a abandonné beaucoup d'idées politiques dans l'espéranto, il ne serait pas content. Du point de vue de la langue elle-même, je pense qu'il s'en ficherait des évolutions linguistiques, il serait content. C'est pas le plus important. Et pour finir, sexismo en esperantujo. Alors ça, on a parlé sexisme en espérancie. C'est ça. Là, on n'est plus dans la langue. Non. Mais vraiment dans les cercles espérantistes. On dit qu'il n'y a pas de safe place, il n'y a que des safe gens. Et c'est vrai aussi pour l'espéranto. C'est un milieu qu'on s'attend à être très ouvert sur plein de sujets, et qui l'est sur plein de sujets. Très ouvert aux personnes LGBT, très ouvert aux personnes neurodivergentes. Il y a beaucoup de personnes neurodivergentes en espérancie, beaucoup d'LGBT aussi. Mais les femmes, c'est chaud. Il y a du sexisme en espéranto, ce n'est pas le cas de tous les espérantistes, heureusement. Il y a des mouvements féministes espérantistes, heureusement. Il y a beaucoup de VSS, malheureusement, dans les cercles espérantistes, comme dans beaucoup de cercles, malheureusement. Et on n'arrive pas vraiment à changer ça. C'est régulièrement. De temps en temps. Il y a des histoires. Il y a des histoires, notamment des gens qui organisent les congrès, qui agressent des gens dans les congrès. Oui, quand même, pas des petites histoires. Ah non, oui, c'était le IOCO en Espagne, à Baradoz. Il s'est passé des choses, qui est revenu plusieurs fois. Il y a une phase sombre. Il y a une phase. Après, c'est pas propre à l'espéranto, évidemment, mais on s'attendrait à ce qu'il n'y ait pas ça en espéranto. Il y en a. Voilà. Là, on est vraiment dans la partie sombre de l'iceberg. Et pour revenir à une idée plus linguistique, la fondamento estis por tempa. Les fondaments, je ne sais jamais comment traduire ça en français. Le fundamento. Était temporaire? Oui. Et pourquoi? Ça, tout le monde l'a oublié. Mais si vous relisez la préface du Fundamento, vous y lirez que le Fundamento est temporaire. Il n'est pas si fondamental, finalement. Et pourtant, il est là temporairement jusqu'au jour où les nations du monde se mettront d'accord pour adopter une langue commune neutre. Ah, c'est peut-être pas demain. Peu importe que ce soit l'espéranto ou une autre. Le Fundamento tombera en désuétude à ce moment-là. D'accord. Mais c'est bizarre, parce que si on lit la déclaration de Boulogne, personne n'a lu la déclaration de Boulogne. Et si vous lisez la déclaration de Boulogne, il est écrit que le Fundamento est éternel et que c'est la seule chose que les espérantistes doivent garder en tête de toute époque. Est-ce que c'est pas contradictoire? Les deux ont été écrits basiquement par les mêmes personnes et pratiquement parallèlement lors du congrès de Boulogne-sur-Mer, on y revient toujours, en 1905. Jusqu'à la fin. Eh bien, selon certains espérantologues, notamment Bernard Pabst, qui est un Allemand, c'est pas une contradiction. C'est parce que c'est pas que le Fundamento qui était temporaire, c'était l'espérantisme qui était temporaire. Et donc le jour hypothétique où les nations du monde adoptent une langue de communication neutre, même si ce n'est pas l'espéranto, le mouvement espérantiste est censé disparaître, se dissoudre. Il n'y a plus de Fundamento, il n'y a plus de déclaration de Boulogne, il n'y a plus rien.
Mais du point de vue enfin, tant qu'il y a un espérantisme, il y a le fondamento. Tout à fait. Mais les deux peuvent disparaître. C'est ça, le jour où il y aurait une langue mondiale. Théoriquement. Je pense que si demain il y a une langue neutre adoptée mondialement, si c'est pas l'espéranto, les espérantistes vont pas se dissoudre, ils vont Hmm. continuer de militer, je pense. Testons. Moi, je suis Testons, pour. c'est Testons la parti. paix mondiale, etc. Juste pour l'espéranto. Ouais, voilà. Faire Voyons chier ce que les ça donne. espérantistes, bien sûr. Juste Aucune pendant 2 autre raison. jours, histoire de voir. Continuons avec le dernier point. Esperanto n'estas reala lingvo. L'espéranto Esperanto n'est pas une vraie langue. langue. Nani? Ou plutôt, Kyo? Comme on devrait dire. Pourquoi? Qu'est-ce qu'une vraie langue? Alors, on peut passer des heures et des heures à définir qu'est-ce qu'une vraie langue. Il y a un débat pour savoir est-ce que l'espéranto est vraiment une langue. Est-ce que c'est juste un moyen de communication? Est-ce qu'une langue c'est juste un outil de communication? Est-ce que l'espéranto est juste un outil de communication? J'ai pas de réponse. C'est que des questions ouvertes sur ce sujet. Est-ce que C'est à vous de nager dans l'eau de l'iceberg. Voilà, c'est ça. Là, Trouvez on est vraiment tout au fond, c'est la dernière entrée. Est-ce que l'espéranto est une vraie langue? Qu'est-ce qu'une vraie langue? Et est-ce que l'espéranto correspond à ce qu'on appelle une vraie langue? Je sais pas. On aurait tendance à dire que oui, pour plusieurs raisons. Je Je dirais, t'écoute. ça sert à communiquer, ça fonctionne pour communiquer. Est-ce que le morse est une langue? Ça permet de communiquer dans plusieurs modes. À l'oral, à l'écrit. Le morse aussi. À l'oral, c'est rare quand même. Bah, le tititi tatata, c'est du morse, c'est Oui. du son. Oui, mais c'est pas utilisé de manière quotidienne. Par Faudrait certaines rajouter ça, ceci personnes. dit, certaines langues, non. Non, bonne question. Après, c'est comme tout, c'est un continuum. On a Bien pas de- sûr. Il y a les barrières sur ce qui est une langue, ce qui ne l'est pas, elles sont floues. Hmm. Ça fait réfléchir. Eh bien, sur ce nouveau piéton, j'espère que cet iceberg de presque 5 heures vous aura plu. On verra au montage si ça fait plus ou moins. En tout cas, on s'est bien amusé à le faire. Merci encore à Loïc pour toutes ses explications, tout son travail. On vous mettra en lien de toute façon, je pense. Sur l'image, bien sûr, oui. Voilà, l'image. Regardez dans la description les autres liens vers les ressources qu'on vous a mis. Si vous voulez apprendre l'espéranto, apprendre des choses sur l'espéranto. En tout cas, dans tous les cas, que vous soyez déjà espérantiste, confirmé ou non, on vous souhaite beaucoup de bonheur dans l'apprentissage de la langue, si vous l'apprenez, Oui, ou pas. mais de manière générale, dans la vie, hein. Amusez-vous, voilà. Et à une prochaine sur Quid 9.